27 morts, sans compter les centaines de sinistrés. Le niveau de l'eau qui montait parfois jusqu'à 2 mètres dans certaines habitations, éboulement, effondrement d'immeubles, des populations au total traumatisées. Voilà le spectacle apocalyptique que nous avons connu l'an dernier. La pluie en cette année 2021 nous imposera-t-elle encore son dictat? Ça fait l'actualité s'intéresse à la question suivante. Pluie diluvienne en Côte d'Ivoire, quelles dispositions pour éviter les inondations? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les zones les plus affectées sont multiples en Côte d'Ivoire. Les autorités avaient pourtant entamé des travaux pour curer les canaux d'évacuation d'eau et détruire les constructions illégales. Quelles sont les attentes des populations? Ahmed Traoré et Astou Touré nous donnent plus de précisions dans cet élément. Reportage. La saison des pluies s'annonce. Cette période de l'année n'est pas sans conséquences, de façon générale pour les populations. Pour beaucoup, la saison des pluies est le temps de l'angoisse et des soucis. C'est le cas des habitants du quartier précaire de Boribana à Atekoubé. Les Abidjanais qui vivent dans ces zones dangereuses ont actuellement le sommeil perturbé, exposés qu'ils sont à des éboulements et autres glissements de terrain. Les plus chanceux voient leur maison inondée à chaque pluie. Le stress est permanent et l'inquiétude est de plus en plus grande pour ces populations qui ne savent où aller. S'il pleut beaucoup là, en tout cas, c'est pas bien. Ça tue les gens, ça fait tomber les maisons, les arbres, là, tout ça. Donc je demande l'État, il n'est qu'à nous aider. Bien avant que la pluie va commencer, il n'est qu'à nous aider pour venir voir le coin où la pluie doit passer. Parce qu'il y a des coins où la pluie passe pour faire tomber les maisons, les arbres. Je demande à l'État de nettoyer les caniveaux parce qu'il y a beaucoup de caniveaux qui sont un peu remplis partout ici. Donc ils n'ont qu'à nettoyer tous les caniveaux pour ne pas pour que de l'eau puisse passer, pour pas que ça va rentrer dans nos maisons. Ce que nous avons à dire au gouvernement, bon, il n'a qu'à nous aider les caniveaux. Parce que les caniveaux là souvent ça bouge. Si ça bouge, s'il pleut, c'est que d'après les sondages, c'est ce que les sondages ont dit que l'eau là, si l'eau vient fortement, l'eau l'espace sa route. Comment la pluie tombe là, l'eau, même si ce caniveau est bougé, comment l'eau l'espace sa route. Donc il faut que les gens qui ramassent les poubelles n'ont qu'à dégager les caniveaux propres pour que l'eau gagne la route, passe tranquillement, ça va déranger tout le monde. Cependant, il faut indiquer que les quartiers précaires ne sont pas les seuls exposés aux conséquences des grosses pluies. Les résidents des quartiers UP de la Riviera et Angré à Cocody vivent un cauchemar durant la saison pluvieuse. Dans ces quartiers chics, aussi bien les voies que les maisons sont carrément inondées et les voitures emportées par les eaux de pluie. Les dégâts matériels sont chaque fois importants en cas de pluie. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes là donc pour parler de la saison des pluies et surtout comment éviter le spectacle désolant et triste que nous avons eu en Côte d'Ivoire l'année dernière. Pour en parler donc, je suis en compagnie de M. Daouda Konaté. Vous êtes le directeur de la météorologie à la Sodexam. Bonsoir. Merci d'être là. L'ONPC également représenté par son directeur général, le préfet Amankou Kassi Gabin. Bonsoir, monsieur le directeur général. L'ONAD, qui est l'Office national de l'assainissement et du drainage, représenté ici par le docteur Nguessan Kwame André. Vous êtes directeur de la planification et des finances. Encore une fois, bonsoir messieurs et bienvenue. Alors, directement à vous, monsieur de la Sodexam, monsieur Daouda Konaté, quel est le bilan température et pluviométrie depuis janvier 2021, avant d'en arriver à cette saison des pluies? Merci beaucoup, madame. Alors, le bilan de la saison depuis janvier jusqu'à mars ou avril, nous avons eu au niveau de température déjà des vagues de chaleur. Et au niveau de pluviométrie, quelques pluies épisodiques, quelques pluies pas très fortes pour l'instant. Les premières grandes pluies sont à partir d'hier. Donc voilà globalement le bilan général, de manière générale. On peut aller en détail un peu plus tard sur vous avez vraiment dit des vagues de chaleur, des vagues de chaleur. De janvier jusqu'à mars pour la période,
le niveau inférieur de la Côte d'Ivoire, la partie sud de la Côte d'Ivoire pour l'instant. Et également des vagues de chaleur de la partie nord, mais à un moindre degré. Très bien. Au niveau de l'ONAD, monsieur, je reprends votre nom. Docteur André Nguessan. Voilà, docteur André Nguessan, au niveau de l'ONAD. Alors, on a vu un peu ce qui s'est passé l'an dernier. Vous avez été très sollicité. Peut-on faire un point de votre action sur le temps du territoire national au niveau de l'ONAD? Merci beaucoup. Il faut d'abord préciser que l'ONAD est une société d'État donc, qui a pour mission d'assurer l'accès aux installations d'assainissement et le drainage de manière durable et compétitif à l'ensemble de la population nationale. Donc, bien évidemment, donc, les questions d'eau pluviale, les questions d'eau usée constituent en tout cas les deux grands sujets pour lesquels l'ONAD a été créé. Donc, revenons donc à votre question. Il faut préciser que l'ONAD travaille durant toute l'année par rapport à l'entretien des ouvrages. Mais de manière spécifique, pour pouvoir préparer donc l'arrivée de la saison des pluies, donc dont le pic est annoncé au mois de juin, l'ONAD commence déjà en début d'année, donc lors de l'entame de l'année, à entretenir de manière préventive l'ensemble des ouvrages, là où les ouvrages existent. Ce sont essentiellement... On va y revenir avec votre permission. Je me retourne vers le préfet Amankou Kassigaba. Vous êtes directeur général de l'ONPC. L'année dernière, je l'ai dit pour l'ONAD, vous avez été de tous les fronts. Un petit bilan. C'est exact. L'année dernière, la plupart des localités du pays ont connu des inondations. On va les citer. Dues à la montée des eaux dans certains endroits, mais dû aussi au phénomène naturel qu'est la pluie. Ces inondations ont été accentuées du fait de l'homme, parce que des hommes, des citoyens, des concitoyens n'ont pas parfois respecté la réglementation, et donc nous nous sommes retrouvés à des inondations accentuées. Et je voudrais indiquer qu'en termes de bilan, l'année dernière, nous avions enregistré 27 décès, de nombreux dégâts matériels, des routes coupées, des inondations, des habitations détruites. Et cela a causé beaucoup de préjudice aux populations. Très bien. Alors parlons maintenant avec vous, monsieur le directeur de la météorologie à la Sodexam. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Alors cette année, selon les indications que nous avons, les simulations qui ont été effectuées, de mars à juin, sur un cumul... Donc la saison des pluies a démarré depuis mars. La saison des pluies a démarré depuis mars. Mais c'est vrai, il n'y a pas eu de grandes pluies depuis mars. En fait, il faudrait savoir que la caractérisation de la pluie se fait en deux On a eu manières. des moments de chaleur depuis mars. De chaleur. Alors, depuis mars, on a ce qu'on appelle les pauses pluviométriques qui ont eu lieu, mais la saison des pluies avait déjà démarré. Et les premières grandes pluies, nous avons eu ça le 22 avril hier, 22 avril, pour pouvoir... Donc, pour cette saison, nous allons avoir des quantités de pluie supérieures à environ 400 mm d'eau sur les 4 mois, de façon, mars à avril. Pour les non-sachants que nous sommes, 400 mm de pluie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si vous prenez une surface de 1 mètre carré, vous allez avoir environ 400 litres d'eau. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire en termes de centimètres, peut-être 4 cm d'eau sur 1 mètre carré. Est-ce qu'on devrait craindre le pire? Écoutez, toute saison de pluie, il y a une crainte, puisque les pluies peuvent être soit de forte intensité ou de faible intensité. Mais tout va dépendre vraiment de la configuration de l'atmosphère en ce moment-là. Comme pour cette saison, ce cumul de pluie-là peut engendrer des cas graves de dégâts, d'inondations ou de... Donc c'est une possibilité. C'est une possibilité qui peut avoir des fortes inondations sur certaines zones critiques qui ne sont pas bien drainées, qui ne sont pas assez bien assainies, parce que en fait, les pluies, les inondations ne sont pas seulement le fait de la pluie, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc ces quantités-là sont susceptibles d'avoir des inondations sur certaines zones qui sont dans des zones critiques. Docteur Nguessan,
Évidemment, vous saviez que vous auriez la parole sur ce sujet. Il a dit qu'il peut y avoir des problèmes sur certaines zones qui ne sont pas bien drainées. Vous êtes interpellé? Oui, en fait, il faut aussi préciser que l'inondation, comme il a dit, dépend de l'intensité de la pluie et surtout de la durée de la pluie. C'est-à-dire que si on a une très forte intensité sur une durée très longue, ça va automatiquement aller au-delà des capacités d'évacuation des ouvrages. Alors on dit si, est-ce qu'on peut prévoir ce point? Est-ce que c'est possible de prévoir l'intensité? C'est possible, techniquement c'est possible. Mais au stade actuel de nos capacités, nous, au niveau national, on n'est pas encore à ce stade, mais techniquement c'est possible. Pour l'instant, on sait qu'il pleuvra, on aura 400 mm, mais on ne sait pas comment ça se fera, si ça sera intense ou pas. Allez-y, monsieur. Il faut dire que, donc, comme je l'ai rappelé, donc ça dépend de l'intensité. Mais ce que nous devons dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les ouvrages qui sont dimensionnés tiennent compte donc, des débits extrêmes, donc des débits de pointe pour pouvoir avoir les sections des ouvrages. Et donc, si nous ne sommes pas dans des conditions de temps de retour de 100 ans et plus, on ne peut pas avoir le débordement de nos ouvrages. Dans quelles conditions sommes-nous en Côte d'Ivoire? Non, aujourd'hui, il faut dire qu'on a observé deux grandes pluies exceptionnelles en 2018 et en 2020. La Sodexam peut confirmer. On avait 600 mm de hauteur d'eau dans le mois de juin 2018, donc ce qui était en tout cas exceptionnel depuis 100 ans, qu'on n'avait pas eu ces débits. Donc ce sont ces événements-là qui peuvent perturber le fonctionnement des ouvrages. Sinon aujourd'hui, tous les ouvrages qui sont dimensionnés tiennent compte donc des événements pluvieux, tiennent compte des temps extrêmes qu'on pourrait avoir par rapport aux données Sodexam que nous avons lors des études. Donc on est rassuré sur la question, vous rassurez les populations sur ce point? Nous sommes rassurés, nous rassurons la population sur les dimensionnements de nos ouvrages, sur les sections de nos ouvrages. Si nous avons des pluies exceptionnelles, comme je l'ai dit, avec des temps de retour de 100 ans, alors... Il faut préciser que ça, ce n'est pas prévisible. Voilà, ça n'est pas prévisible. Donc, les ouvrages pourraient être débordés, les eaux pourraient sortir donc, des ouvrages. Donc, ça, c'est des phénomènes purement exceptionnels. Donc, si on n'a pas de phénomène exceptionnel en termes de pluviométrie, tous nos ouvrages peuvent contenir, en tout cas, l'ensemble des eaux qui vont tomber au cours de l'année 2021. Alors, Monsieur de l'ONPC, quand vous entendez qu'au niveau de la Sodexam, les prévisions, enfin, je ne dirais pas qu'elles sont rassurantes, mais bon, enfin, c'est mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas, tout dépend de l'intensité de la pluie. Vous, au niveau de l'ONPC, est-ce que cela vous rassure d'entendre ce genre de choses? Je voudrais dire que nous travaillons de concert avec la Sodexam, qui nous fait l'alerte, et puis avec l'ONAD qui est chargé du drainage et de l'assainissement. Nous travaillons tous de concert, nous avons des moments de concertation, nous avons des moments de réflexion sur la survenue des pluies. Et comme il l'a indiqué tantôt, ces pluies peuvent être abondantes à des moments précis. Et ces moments-là nous font tous espérer que nous ne déborderons pas des quantités minimales nécessaires pour que nos ouvrages puissent tenir. Mais je voudrais dire, en fait, que chaque fois qu'il y a ces pluies, et en début d'année, l'ONPC se prépare toujours à la réponse. Alors, est-ce que vous avez identifié au niveau de l'ONPC les zones à risque pour cette année? Et est-ce que ces zones-là ressembleraient étrangement aux mêmes zones de l'année dernière? Oui, nous avons déjà organisé plusieurs séances de travail avec les acteurs terrains, qui sont les mairies à la fois à Abidjan et à l'intérieur du pays, pour connaître le risque. Il est important de connaître d'abord, d'avoir une connaissance du risque. Et à partir de là, nous pouvons dimensionner la réponse. Et sur la question, je voudrais dire que nous avons une cartographie des risques. Et donc, nous avons aussi une cartographie des zones qui pourraient être sujettes à difficultés. Est-ce qu'on peut avoir quelles sont ces zones-là? Les zones à Abidjan, je vais parler particulièrement à Cocody de la cité Fandasso
Vous avez la cuvette de Bonoumé. Exactement. Et ça fait plusieurs années que ces événements se produisent. Et chaque fois que de besoin, nous sommes en veille pour faire la sensibilisation de tous ceux qui sont des occupants. La sensibilisation à travers les masses médias, mais aussi la sensibilisation de porte à porte avec ce que nous appelons les crieurs publics, avec les organismes de la société civile qui nous aident beaucoup à sensibiliser la population sur ces réalités. Alors, pour la saison qui s'ouvre, je voudrais indiquer que déjà nous avions l'avions préparé à travers une réunion du comité interministériel qui a eu lieu, il doit y avoir 2 ou 3 jours. Donc vous faites des réunions, vous sensibilisez les populations sur terrain, vous avez nommément dit la cité Fondasso, il n'y a pas qu'Abidjan, hein. Il y a Bingerville, il y a Bassam, il y a eu même Daoukro, Dieukwé, concrètement dans ces points-ci. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui est fait? Sur ces problématiques, les préfets sont instruits par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui est en charge de la protection civile. Donc, à pareille circonstance, et déjà les instructions sont en cours pour que les préfets en poste, tout comme les maires, puissent déjà avoir une connaissance exacte des risques qui pourraient survenir, parce que c'est évolutif aussi, en raison des situations particulières de chaque ville. Et donc, ces préfets sont instruits par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à l'effet, de prendre des dispositions et d'actionner la cellule inondation dans leurs comités départementaux de sécurité mis en place, dirigés par tous les préfets de Côte d'Ivoire. Et ces instructions sont en cours. La rue Ministre, cette année, subira-t-elle aussi le même sort qu'elle subit chaque année? Madame, j'ai envie de dire que tout à l'heure, le collègue de l'ONAD s'est exprimé. La rue Ministre, c'est des travaux qui ont été exécutés par l'ONAD. Et donc, est-ce que dans votre cartographie risque, la rue Ministre est mentionnée? Oui, la rue Ministre n'est pas omise. Mais j'indiquais tantôt que des travaux ont été effectués par l'ONAD. Okay, donc... Et voilà, il appartient à l'ONAD de nous dire... Docteur Nguessan. Ok, il faut préciser que quand on parle de la rue Ministre, on parle d'un grand bassin versant. C'est un exemple, on parlera de la rue Ministre et d'autres sites également en Côte d'Ivoire. C'est pour, en tout cas, mieux éclairer donc, le public. Donc, il y a un grand bassin versant qu'on appelle le bassin versant Mutassi-Bonomen-Golf. Donc, c'est le bassin versant qui couvre donc la rue Ministre. Donc, il faut préciser qu'au niveau de ce bassin versant, il y a des travaux qui ont été réalisés après l'événement 2018, notamment la construction du barrage écrêteur du Génie 2000, l'élargissement du canal qui traverse donc le quartier, la rue Ministre, donc au niveau de la Palmeraie. On a également l'agrandissement de la traversée du Mitterrand au niveau de Chicxop. On a également l'élargissement du canal dans le quartier Alabra. Et aujourd'hui, les travaux après Alabra, doivent aller jusqu'au golfe au niveau de l'hôtel de golf. Donc des travaux ont été faits à la rue Ministre. On n'aura plus d'inondation à la rue Ministre. Il y a aujourd'hui, au niveau de la rue Ministre, 5 barrages qui devraient être réalisés. Qui devraient. Mais il y a 3 qui sont réalisés et 2 qui ne sont pas encore réalisés. Conséquence? Du fait de l'occupation des sites. Nous avons en 2020, donc l'année dernière, on a actualisé ce qu'on appelle le plan d'action de réinstallation des populations, donc le PAR, qui nous a montré que pour pouvoir faire donc les travaux des ouvrages des barrages écrêteurs restants, nous avons 30 milliards de travaux, mais nous avons 167 milliards de frais de déplacement de population à payer parce que l'ensemble des sites qui sont réservés pour les ouvrages sont aujourd'hui occupés. Mais aujourd'hui, les travaux du barrage du Génie 2000 qui ont été réalisés permettent déjà, pour le bras qui sort au niveau de la rue Ministre précisément, de sécuriser toutes les populations qui sont à cet endroit. L'élargissement également permet de les sécuriser. Donc aujourd'hui, on peut rassurer que tous les travaux qui ont été engagés sont entièrement terminés. Les ouvrages sont curés aujourd'hui, sont fonctionnels. Et donc à ce niveau,
on peut dire pour ce qui concerne des actions à mener, l'ONAD a terminé, selon les financements disponibles, l'ensemble des travaux qui ont été engagés. Donc on peut rassurer les populations que sur ce tronçon, les travaux ont été achevés et qu'il va y avoir une atténuation, en tout cas des risques au cas où il en aurait. Et vous avez dit le mot atténuation, hein, ça veut dire que ça n'exclut pas le fait qu'il y ait débordement de l'autre côté. Oui, il faut être modeste, hein, parce que quand on parle de saison de pluie, on a dit qu'il y a un phénomène fondamental, c'est les hauteurs de pluie sur des durées qui sont souvent très courtes qui constituent les dégâts. C'est pour ça qu'il faut être très modeste, parce que les travaux sont réalisés, mais si on sort donc du cadre du dimensionnement des ouvrages, il pourrait y avoir des débordements. Et ça arrive partout. C'est pour ça qu'on vous remercie pour, en tout cas, cette tribune, parce qu'on est tenu d'informer la population pour dire que l'inondation est aussi un phénomène naturel. Les débordements sont un phénomène naturel en fonction des hauteurs de pluie. Il y a dans d'autres pays, il y a des zones même qui sont à la rigueur régulées en termes de circulation. Pour dire en temps de pluie, ces zones ne doivent pas être utilisées. Donc c'est pour dire que nous avons fait les travaux, nous avons achevé l'ensemble des ouvrages, nous avons fait les curages sur ces ouvrages. Et donc aujourd'hui, ces ouvrages sont prêts à accueillir donc, la saison de pluie qui arrive. Est-ce que vous avez fait un tour à la rue Ministre hier? Parce qu'on a eu une forte pluie hier. Oui, hier, en fait, il faut dire qu'on a une direction du suivi de l'exploitation de la qualité qui, après chaque pluie, fait le tour sur l'ensemble des sites critiques. On a également les entreprises qui sont commises pour faire l'entretien, également font le tour. Et donc hier, nous avons eu une réunion technique et notre ministre, notre tutelle technique, le ministre de l'assainissement et de la salubrité, a également fait une réunion hier à 18h pour donner des instructions à l'ONAD et à l'ensemble des acteurs, de sorte à ce que des dispositions plus accélérées soient prises pour faire le suivi pendant cette saison. Voilà, c'est vrai qu'on s'est appesanti sur le cas de la rue Ministre, mais que les populations nous pardonnent. Il y a d'autres sites sur lesquels le gouvernement a fait des travaux d'Hercule. Un petit point. Oui, en fait, il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau d'Abidjan, comme vous l'avez dit, nous avons identifié ce qu'on appelle les ouvrages majeurs. Donc, les ouvrages majeurs, on a le carrefour de l'Indénié, donc avec les 3 bassins tampons, donc bassin CIE, lycée technique et fraternité matin. Parce que lorsque cette zone est sous eau, c'est le trafic qui est perturbé. Et donc, pour nous, c'est un site que nous surveillons de très près. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous faisons le curage de manière permanente de tout ce qui est dépôt de sable, dépôt d'ordures ménagères au niveau donc, de ces bassins tampons. Nous avons également des barrages écrêteurs qui sont également des sites critiques. C'est quoi un barrage écrêteur? Ce sont des barrages qui servent à réguler le débit. Puisque les débits souvent sont très, très élevés, donc ont des quantités qui ne peuvent pas s'écouler en même temps dans nos ouvrages. Donc nous faisons des barrages de sorte à ce qu'on puisse stocker une partie et que de manière à débit constant, ce débit-là puisse être évacué donc, dans les différents canaux. Donc aujourd'hui, nous avons 11 barrages écrêteurs qui font l'objet également d'entretien de leur pertu de fond. Abidjan seulement? Abidjan, oui, là je parle d'Abidjan, donc au niveau essentiellement de la zone de Cocody, à Bobo, sur le bassin versant qu'on appelle le bassin de Gourou, qui est en fait le plus gros bassin versant dont l'exutoire est le carrefour de l'Indénié. En plus de cela, nous avons Bonomé. Donc Bonomé également, nous avons un barrage, donc le barrage B1 à Bonomé, dont nous faisons également l'entretien pour ne pas qu'il y ait ces phénomènes de débordement et d'inondation. Nous avons, après Bonomé, le Dalo du Golfe, qui est aussi un ouvrage sensible, parce que toutes les personnes qui viennent du 3e pont, qui veulent aller au niveau de Cocody, il ne faudrait pas qu'il y ait une rupture de la circulation à cet endroit. Donc nous veillons à ce qu'à cet endroit, il y ait, on peut dire, un entretien permanent. Nous avons également au niveau de Koumansi, tous les exutoires qui descendent au niveau de la lagune. Parce que lorsque les exutoires ne sont pas entretenus, il y a une remontée d'eau dans la commune, dans le continent, qui crée des inondations au niveau de la commune. Nous avons également le grand canal d'Anomambo, donc qui a fait également l'objet d'entretien et que nous continuons, de sorte à ce que tous les ouvrages qui sont au niveau d'Abidjan Sud ne puissent pas être en charge. Donc ce sont enfin un ensemble de sites que nous identifions, pour lesquels nous faisons des travaux de manière permanente pour que pendant la saison des pluies, les populations ne puissent pas subir en tout cas... Et que les dégâts soient moindres. Que les dégâts soient moindres et qu'il n'y ait pas de dégâts. Notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de dégâts du tout. Allons un peu à l'intérieur du pays. Parlons d'Anyama. Anyama a été très touché la saison dernière. Qu'est-ce qui a été fait principalement sur ce site pour Anyama? Au niveau d'Anyama, en fait, les travaux étaient en cours au niveau de ce site. Ça veut dire quoi en cours? C'est-à-dire qu'on avait des travaux qui avaient démarré conjointement avec des travaux routiers.
Et donc, nous avons fait le DALO. Excusez-moi, les travaux avaient démarré après la saison des pluies? Oui, après la saison des pluies. Après la saison des pluies. Donc, les travaux ont démarré. Aujourd'hui, les travaux sont achevés. Donc, pour ce site précis où il y avait les inondations... Et les éboulements et tout ce qu'on a connu? Non, pas les éboulements. Je parle des inondations par rapport aux zones où nous devrions faire des travaux. Tout à fait. Ok, il y a également des zones d'éboulement qui ne sont pas à la rigueur du fait soit de l'absence de travaux ou de l'absence d'entretien. Est-ce que vous allez aller regarder pour voir s'il n'y avait pas des choses à faire? Non, non, non. En fait, ça, nous faisons une cartographie de l'ensemble des travaux à réaliser par rapport au schéma directeur d'assainissement qui a été réalisé en 2018. Donc, par rapport au schéma directeur d'assainissement 2018, là où il y a des travaux à réaliser, ce sont des zones qui sont ciblées et qui font prioritairement l'objet de financement. Mais, comme je le dis, nous avons beaucoup de zones d'éboulement. Nous avons beaucoup de zones on peut dire non habitables, donc des zones non édificantes, qui sont occupées par les populations où il ne doit pas avoir d'ouvrage. Et donc, à ces endroits-là, ce n'est pas un défaut, comme je l'ai dit, ce n'est pas un défaut d'ouvrage ou bien un défaut d'entretien, mais c'est plutôt ces zones qui ne devraient pas être occupées par des populations à ces endroits précis. Et donc, c'est comme le DG de l'ONPC le dit, avec également le ministère de la Construction, ce sont des sujets qui sont débattus, ce sont des personnes qui sont déguerpies, on peut dire chaque année, et qui reviennent pour coloniser ces zones. Donc, ce sont vraiment des problématiques qui sont récurrentes en termes de gestion de l'espace urbain et qui sont plus accentuées pendant la saison des pluies. Très bien. Alors, on a l'impression que vous jouez... on est à queue leu avec les populations, on vous déguerpille. Vous revenez, on revient, on sensibilise. Vous revenez, on repart encore sensibiliser. Monsieur le directeur général de l'ONPC. Oh, moi, je ne dirais pas que nous jouons... Pas vous, mais les populations, assurément. Voilà. Eh bien, je voudrais justement indiquer que des actions sont menées pour le bien-être de nos populations, mais il faut dire que comme il n'y a pas un suivi permanent avec une brigade permanente, et vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas mettre un policier et un gendarme devant chaque citoyen. C'est le civisme qui doit être cultivé par chacun. Les actions devraient être suivies par qui? Mais les actions... Vous l'avez dit, vous avez un comité tripartite. Hein? Oui, par toutes les parties. Mais la première, j'allais dire en premier lieu par les concitoyens eux-mêmes. Parce que je disais tantôt qu'on ne peut pas mettre un policier et un gendarme derrière chaque citoyen. Et donc, les policiers, les citoyens eux-mêmes doivent pouvoir, par civisme, s'installer là où il faut et ne pas s'installer là où il ne faut pas. Nous leur disons, nous les déguerpissons chaque fois que de besoin. Mais la nature a horreur du vide, vous le savez. Vous savez, toutes ces questions-là englobent aussi des questions de vulnérabilité. Et parfois, ces populations-là, sans que une action particulière leur ait été proposée, reviennent. Alors, donc, les questions de relogement, de recasement, c'est en cela que nous avions indiqué et nous avons même prescrit aux différentes communes que ce qui pourrait régler la situation, c'est temporairement de pouvoir eux-mêmes indiquer, rédiger un plan communal de sauvegarde. Ce plan-là est une planification des actions et des hommes pour permettre de prendre en charge des sinistrés ou des personnes qui seraient dans le besoin chaque fois que cela survient. Alors, je crois que pour certains d'entre eux, le plan communal de sauvegarde est en cours de rédaction. Mais en réalité, nous sommes vraiment là dans le fait, on sait, le monsieur de la SODEXAM l'a dit, la saison a démarré depuis mars. On est vraiment en plein là-dedans. Hier, on a eu une grande et forte pluie. Qu'est-ce qu'il faut faire le temps que les maires s'organisent? Parce que je suppose que cette séance que vous avez eue avec les maires ne date pas d'hier. Elle date quand même d'assez longtemps. Non, en l'état actuel des choses, l'État, donc l'ONPC, ne dispose pas de dortoir particulier pour reloger toutes les populations. Mais vous rassurez que vous avez proposé aux mairies de... Oui, il appartient aux mairies à travers prendre leurs responsabilités. De prendre leur mairie. Et
c'est l'une des raisons de leur existence aussi. Monsieur Konaté, on parle de toutes ces choses, mais tant que la Sodexam ne communique pas sur les résultats météo, on est un peu perdu. Oui, Est-ce que vous communiquez? Oui, en fait, notre action s'inscrit dans l'anticipation pour pouvoir afin d'informer en amont les autorités au niveau de notre système de coordination avec l'ONPC, l'ONAD. Nous diffusons des informations à l'ONPC, à l'ONAD, aux autorités, aux populations également. Aux populations. Aux populations Quel est également. votre plan d'action? Alors, nous diffusons les informations à travers les plateformes de médias, la télé également, la radio. Nous avons régulièrement des émissions radio. Nous avons également les réseaux sociaux qui touchent un peu plus de population, à qui nous informons, nous donnons nos bulletins. Est-ce que les populations lisent vos bulletins? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas très météo, comme dans certains pays. Effectivement, je pense que les populations, de plus en plus, les populations commencent à s'intéresser. Vous avez le feedback? On a le feedback, on a beaucoup de retours positifs des populations à travers nos bulletins qui sont diffusés, à travers nos actions de communication. Parce qu'en fait, effectivement, il y a quelques années, les populations n'étaient pas encore bien sensibilisées sur l'importance de la météo par anticipation. Mais de plus en plus, avec tout ce qu'on connaît comme les catastrophes, le changement climatique, de plus en plus, les populations sont sensibilisées. Donc, nous avons des retours positifs, des fortes demandes de la population pour anticiper. Parce que notre action s'inscrit, comme je disais tantôt, dans la prévention, dans l'anticipation, à travers des alertes, à travers des bulletins de prévision que nous diffusons. C'est bizarre, mais sur le terrain, on a l'impression d'être toujours surpris. Non, en fait, on n'est pas surpris. Les populations semblent être surprises, mais je pense que les informations sont diffusées à travers le bulletin météo de la télé, par exemple. Justement, comment faire pour que les populations soient addictes? Je ne dirais pas addictes, c'est un mot un peu trop fort, mais puissent regarder ce bulletin-là avant de sortir. Dans certains pays, c'est vraiment ce qu'il faut regarder et s'habiller en fonction. Ici, on est surpris. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de la Sodexam, trouver une autre stratégie pour que ce soit quelque chose un habituel, un rituel pour nos populations de Côte d'Ivoire? C'est pour cela que nous, à chaque occasion que nous avons à communiquer, nous communiquons à la population de s'informer sur la météo. Et la presse nous aide à cela. Nous communiquons beaucoup à travers la presse pour sensibiliser, amener les populations à, comme vous avez dit, avoir ce déclic météo à chaque fois qu'on doit entreprendre une action. Et je pense que ça commence à se faire, comme je disais tantôt, mais ce n'est pas encore dans les mœurs. Mais j'invite encore, c'est l'occasion pour moi aussi, vous me donnez l'opportunité de dire aux populations de s'informer sur la bulletin météo, de s'informer sur la météo dans le journal, de s'informer dans la presse, s'informer sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent anticiper les activités, comprendre d'abord ce qui va arriver et prendre les dispositions. Si vous n'avez pas l'information qu'il va y avoir un phénomène extrême qui va arriver sur votre lieu d'habitation, vous ne pouvez pas anticiper ou sortir. Est-ce que la météo est toujours exacte? La météo, les prévisions que nous faisons, c'est une prévision. Alors, une prévision, il y a toujours un degré d'incertitude dans ce que nous faisons. À combien de pourcents? Alors, aujourd'hui, les statistiques que nous avons, nous sommes à 83-85% de bonnes prévisions au niveau national. Il faut dire que la moyenne mondiale est de 90%. Donc, nous ne sommes pas très loin vraiment de la moyenne mondiale de bonnes prévisions. Donc, notre capacité de prévision est assez bonne, puisque les résultats, les retours positifs que nous avons eus à travers les réseaux sociaux de ces dernières années ont montré effectivement que nos alertes ont servi, nos prévisions ont servi. L'an dernier, ça a servi? Oui, l'an dernier, ça a servi parce que nous avons fait les alertes et effectivement, le phénomène est arrivé. Mais comme je disais, il va falloir amplifier encore. Il faudra amplifier. Il faudrait que les populations
lorsqu'on fait une alerte, c'est pour les amener à prendre des dispositions, soit à quitter le lieu où ils pensent que le phénomène va arriver, ou prendre d'autres dispositions pour... Mais en tout cas, vous informez. Nous informons. Très bien. Alors, monsieur de l'ONAD, les mairies ont été citées par le directeur général de l'ONPC. Vous êtes certes au niveau du drainage. Je rappelle que vous êtes l'Office national de l'assainissement et du drainage. C'est ça. Et les lieux que vous drainez sont dans des cités, des communes de Côte d'Ivoire. Alors, quelle est votre relation avec les mairies? Parce que vous drainez... On remet encore, vous redrainez, vous re-redrainez, et pour cette année, vous allez encore drainer. Alors concrètement, qu'est-ce que vous dites aux mairies? Ok. Donc avant de parler des mairies, je vais parler des acteurs quand on parle du drainage. Donc il faut dire qu'au niveau donc, des acteurs, on a 3 grands acteurs. Donc l'ONAD, en tant que maître d'ouvrage délégué donc, de l'assainissement du drainage, donc chargé donc, de pouvoir assurer l'évacuation convenable des eaux pluviales. On a également la SODECI, donc qui est le fermier avec qui l'État a signé donc, un contrat d'affermage pour pouvoir assurer l'entretien des ouvrages enterrés de drainage. Donc ce sont des dallots, des bûches, tout ce qui est enterré. Donc il y a un contrat donc, qui permet de le faire. Donc c'est bien précis en termes de lieu d'intervention. Donc nous suivons également ça. Et puis le 3e acteur, ce sont les mairies bien évidemment, comme vous avez cité, qui doivent pouvoir entretenir les réseaux secondaires et les réseaux tertiaires. C'est quoi? Pour être très simple, ce sont les petits caniveaux qui longent les ruelles donc, dans les communes, qui sont du ressort donc, des communes. Tous les gros ouvrages, donc les ouvrages de grande capacité, de grande dimension, sont du ressort de l'ONAD. Donc aujourd'hui, depuis 2014, nous avons mis en place un cadre de concertation qui se réunit chaque mois, chaque premier vendredi du mois. Donc qui réunit l'ONAD, le district d'Abidjan, le district autonome d'Abidjan, qui réunit les 10 communes qui formait l'ancienne ville d'Abidjan, puisque c'est par rapport au contrat d'affermage, qui est revenu la SODECI. Donc, au cours donc, de ces réunions de concertation, chacun, en fonction des ouvrages à entretenir, fait le point pour que nous puissions apprécier. Et c'est pour ça que dans l'opération pré-saison qu'on a initiée, on a des résultats parce qu'on sait exactement ce que chacun doit faire, où est-ce que chacun doit intervenir, qu'est-ce que chacun doit... Est-ce que chacun fait ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, ce que nous avons comme retour, il y a on peut dire des insuffisances par rapport aux communes en termes de budget. Ça, c'est le retour qui nous est fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment donc, de ressources financières pour pouvoir couvrir sur leur commune l'ensemble des réseaux secondaires, tertiaires qui sont de leur ressort. Alors, je suppose que c'est la résolution de votre réunion de ce mois d'avril. Oui, les résolutions des réunions que nous faisons, c'est qu'au niveau, nous répartissons donc les ouvrages. Et donc nous, de manière prioritaire, lorsqu'on tend vers la saison des pluies, comme on l'a dit, on a des sites critiques. C'est-à-dire qu'on a des zones où si rien n'est fait, il pourrait y avoir un dysfonctionnement. Oui, justement. Ces zones-là sont traitées. Oui, ces zones sont traitées, mais elles représentent à peu près 30% de l'ensemble des travaux à faire au niveau donc, de ces différentes communes. Puisque je parle du cas d'Abidjan. Exactement. Je veux m'appesantir sur le manque de moyens et ce que cela va découler pour les populations pour cette saison de pluie. Oui, nous, comme nous prenons... Vous étiez à la Réunion, comme voilà. Comme on le dit, nous prenons en charge toutes les eaux qui viennent dans les ouvrages primaires. C'est-à-dire que lorsque ça sort des petits caniveaux, ça doit aller dans les gros canaux. Donc, nous, dans les plans que nous avons, dans les prévisions de traitement de points critiques que nous avons, tous les sites pour lesquels on pourrait être impacté en termes d'interruption, d'évacuation vers les grands canaux, ces sites-là sont pris en charge. Donc de façon sereine? De façon sereine, ces sites-là sont pris en charge. Les populations devraient s'attendre à quoi? De façon précise, oui. Là où on a des ouvrages primaires, là où il y a des interconnexions qui viennent sur les ouvrages primaires, de manière prioritaire, ces sites-là ont été traités. Donc, in fine, pour cette saison de pluie? In fine, pour cette saison de pluie, nous pouvons rassurer les populations que pour toutes les zones où les ouvrages existent, parce qu'on a effectivement des endroits où il n'y a pas d'ouvrage, mais pour toutes les zones où les ouvrages existent, les entretiens ont été faits de manière préalable. Parce qu'on n'attend pas que la saison commence. Pour votre information, pendant qu'il pleut, on ne peut pas faire de travaux. Pendant ça, c'est clair. Pleut, on ne peut pas faire de travaux. Exactement. Donc, de manière préalable, de janvier jusqu'à mi-mai, les programmations que nous faisons sur l'entretien de nos ouvrages, nous avons entretenu tous les ouvrages par rapport aux prévisions d'ouvrages qui doivent être des sites critiques. Tous ces ouvrages ont été entretenus. Donc on peut rassurer aujourd'hui les populations sur ce tas de fait. Alors, messieurs, passons aux propositions, aux solutions.
La saison, nous le rappelons, a démarré depuis mars, la saison des pluies depuis mars. Monsieur de la Sodexam, est-ce qu'on aura des fortes pluies accompagnées de vents violents? Oui. Alors, sur la caractérisation de la saison, il peut y avoir des fortes pluies avec des vents violents, des pluies, comme nous appelons des pluies extrêmes. Comme l'a dit tantôt le collègue, il peut y avoir des pluies sur une petite durée, des fortes quantités d'eau qui vont tomber. Et ce sont ces genres de situations qui sont très dangereuses. Parce qu'il peut arriver où pendant un certain temps, il ne pleut pas, ce qu'on appelle les pauses pluviométriques. Et lorsqu'il pleut, tout s'accumule. En 2 heures, en 3 heures ou en 24 heures, il tombe une quantité d'eau qui aurait dû tomber en 1 mois ou en 2 semaines. Ça, ce sont des situations qu'on peut avoir. Qu'on peut avoir. Un exemple, la situation d'hier, c'était cette situation. Pendant le mois de mars, tout le mois de mars, il n'a pas pratiquement plu. Et donc hier, on a eu un cumul. Hier, il y a eu un cumul pratiquement. On a eu environ 40 mm d'eau en 1 heure. Donc, comme il avait dit, l'ouvrage qui a été dimensionné pour 10 mm d'eau ou en 1 heure, évidemment, sera défaillant. Donc, ces genres de situations-là, elles sont à craindre. Et lorsqu'elles arrivent, elles peuvent donner des situations catastrophiques. Très bien. Alors, au niveau de l'ONAD, pour cette situation catastrophique qui pourrait arriver, solution pour les populations? Oui, en fait, aujourd'hui, il faut dire qu'on peut avoir une amélioration du fonctionnement des ouvrages en demandant aux populations de faire en sorte que les ouvrages ne puissent pas recevoir d'ordures ménagères. Parce que hier, il y a eu des vidéos qui ont circulé donc, sur les réseaux sociaux. Exactement. Au niveau du carrefour du zoo. Au niveau du carrefour du zoo, lorsqu'on a fait l'entretien ce matin, c'est 2 troncs d'arbres qui sont arrivés au niveau du dallo. Et lorsque les troncs d'arbres se sont mis de travers, toutes les ordures qui venaient, on créé un écran et il y a eu, c'est comme si le dallo n'existait plus. Donc il y a eu le débordement. Donc c'est de faire en sorte de demander aux populations de mieux conditionner les ordures ménagères, de sorte à ce que les entreprises dédiées à leur ramassage puissent passer les récupérer. Ça c'est d'un. De 2, comme je l'ai dit, on a des zones à risque. Ce ne sont pas des zones qui demandent des travaux d'assainissement. Est-ce qu'on peut les citer encore une fois? Les zones à risque, ce sont des zones où il pourrait y avoir des éboulements. Est-ce que vous avez des quartiers? Banco, oui. Voilà. On a le Banco, on a Mossikro, on a des zones où il pourrait y avoir des éboulements. Donc les maisons sont à l'arrivée suspendues sur du sable mouvant. Et donc nous demandons, il y a des zones également des zones inondables, donc des bas-fonds, des zones de marécage où les populations habitent. Donc ce que nous pourrons demander, c'est que ces populations quittent ces zones à risque parce que ce n'est pas un déficit d'ouvrage ou un défaut d'entretien d'ouvrage. C'est plutôt des zones qui ne devraient pas être habitées par les populations parce que ce sont des zones où il pourrait y avoir des phénomènes d'éboulement, des phénomènes de montée d'eau, par exemple au niveau des bas-fonds, au niveau des zones marécageuses. Donc c'est de demander aux populations de quitter ces endroits et surtout de mieux conditionner leurs ordures ménagères pour ne pas que ça crée des dysfonctionnements au niveau de nos ouvrages. Donc c'est un peu ces recommandations-là. L'autre chose également, c'est que nous veillons de manière permanente jusqu'à ce qu'on travaille à la saison des pluies. C'est-à-dire que les entreprises qui sont commises pour pouvoir faire l'entretien, nous avons, donc hier, la réunion que nous avons eue avec toute la direction générale, après la réunion avec le ministère, nous avons demandé à ces entreprises de pouvoir mettre en place des cellules de veille pour qu'après chaque saison de pluie, après chaque pluie, toutes les zones où il y a soit des zones d'obstruction, il y a les zones d'entassement d'ordures ménagères, il y a les zones de dépôt de sable, ces zones-là soient automatiquement curées pour que la prochaine pluie puisse se passer convenablement. Donc nous restons, on peut dire, sur le terrain 24 heures sur 24 et mobilisés pour aider les populations. De sorte à ce que là où on peut intervenir juste après la pluie, puisque pendant la pluie, c'est aussi un risque pour tous les agents qui travaillent. Oui. Donc, dès qu'on a les possibilités d'intervenir, nous intervenons pour pouvoir éviter que les ouvrages ne puissent pas dysfonctionner. Vous êtes intervenu ce matin au niveau du zoo, vous aviez parlé de 2 troncs d'arbres, ça a été dégagé? Effectivement, à 8 heures déjà, on avait déjà fait on a même des vidéos qu'on a envoyées à la direction générale pour montrer, pour attester que ce n'est pas un problème de section d'ouvrage, mais c'est plutôt un problème lié à l'obstruction liée à ces troncs d'arbres et aux ordures ménagères. Monsieur Amankou, solution pour les populations. Déjà, on parle de Mossikro. Ça veut dire que vous risquez encore d'être sur le front, mobilisé.
Oui, déjà nous avons mis en alerte sur l'ensemble du territoire tous nos services de secours. Nous avons activé la cellule de veille et puis les comités locaux. Nous allons renforcer la sensibilisation, l'information, la communication auprès des populations, à la fois à Abidjan comme à l'intérieur du pays où nous disposons de 30 centres de secours. Vous avez un numéro vert cette année pour les populations? Oui, le numéro vert est pour celui du GSPM qui nous permet de répondre aux situations d'urgence. Pouvez-vous le rappeler? Je voudrais indiquer que la question a été adressée et la question fait l'objet très prochainement d'un regard attentif du gouvernement à travers un projet qui est issu d'ailleurs des inondations de 2018. Très bien. Que le gouvernement a fait mettre en place pour rendre plus résilientes les populations, que le gouvernement a appelé le projet d'assainissement et de résilience urbaine. Très bien. Pouvez-vous rappeler le numéro vert, s'il vous plaît? Nous avons le 180 des pompiers. Donc nous allons, dans le cadre de ce projet-là, travailler sur ce numéro vert de telle sorte que dans toute la Côte d'Ivoire où vous vous trouvez, chaque fois que vous appelez le 180, ça tombe dans le service de secours de votre zone. De votre localité. Donc, c'est des actions qui sont en cours et très bientôt, je pense que la population verra les résultats. Et je pense que c'est l'occasion de rappeler aux populations de ne pas lancer de fausses alertes avec ce numéro vert. Oui, ça, nous avons ce problème, faisons face à cette situation-là, à cette problématique, c'est les fausses alertes. Et ces fausses alertes-là déconcentrent nos forces de secours qui travaillent jour et nuit au bénéfice des populations. Mais bien plus loin, il faut appeler les populations à beaucoup de tolérance et de vigilance pour ne pas qu'elles s'attaquent à nos forces de secours, le GSPM comme les différents pompiers civils qui sont à l'intérieur du pays, qui travaillent quotidiennement, nuit et jour pour eux. Ensuite, de ne pas s'en prendre à leurs engins, parce que les engins coûtent extrêmement cher à l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez un certain nombre d'engins comme les fourgons pompe-tonnes qui valent pour les nouvelles générations entre 350 et 400 millions. Donc quand un engin incendie de cette génération est détruit, vous voyez la perte, le dommage subi par les services de secours. C'est pour cela que nous les appelons à beaucoup plus de calme et à collaborer avec nos services. Mais, je le dis, nous allons plus loin et que désormais ce ne soit pas les services de secours seuls qui interviennent, que les populations elles-mêmes. Nous avions associé dans cette campagne la formation de nos populations elles-mêmes aux questions de secours, de sorte que nous avions aujourd'hui la notion des citoyens sauveteurs que nous formons pour que ce soit le premier sauveteur de la localité et qu'on n'attende pas forcément l'arrivée des secours qui peuvent se trouver parfois à l'intérieur du pays à 30 km ou à 60 km. Merci beaucoup. Au niveau de l'ONAD, vous avez un numéro vert? Oui, enfin, au niveau de l'ONAD, nous avons un centre d'appel qui est le 27 22 50 80 50. 27 22 50 80 50, qui est un numéro qui permet de pouvoir signaler l'ensemble des anomalies, que ce soit en termes d'eau usée ou d'eau pluviale. Très bien. Alors, un message sûrement aux populations pour éviter de construire sur tous ces travaux que vous faites et ensuite de boucher tous ces canaux qui devraient laisser passer l'eau. Effectivement, avant de revenir sur ce point, il faut dire que l'ONAD ne fait pas que de l'urgence. Nous faisons de la planification, de la programmation. Donc aujourd'hui, en termes de planification et de programmation, dans la lettre des politiques sectorielles 2016, il y a 33 régions, 33 villes pour lesquelles nous avons fait des schémas directeurs. Aujourd'hui, il y a 16 schémas directeurs qui sont achevés. Il y a 13 pour lesquels les financements sont obtenus, qui sont en cours. Donc ça ferait un total de 29. Et donc il ne restera que 4 schémas directeurs à budgétiser. Aujourd'hui, les schémas directeurs sont assortis d'études APD, c'est-à-dire que d'études qui sont prêtes à être réalisées. Donc nous avons au total près de 800 milliards de travaux qui sont issus donc, de ces schémas directeurs.
Aujourd'hui, on a pu mobiliser autour de 25%, donc de ces 800 milliards, donc 200 milliards de travaux sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pour dire que on ne reste pas seulement dans l'urgence, mais nous anticipons de sorte à ce qu'on puisse étendre les réseaux, de sorte à ce qu'on puisse élargir donc le champ d'action pour ne pas que ces questions-là... Un appel à lancer aux populations. L'appel que je peux lancer, c'est de demander aux populations, comme je l'ai dit, de bien conditionner les ordures ménagères, de ne plus les déverser dans nos ouvrages, parce que les ouvrages à ciel ouvert, les canaux ne sont pas des réceptacles d'ordures ménagères. Donc, demander à la population de ne pas agir de la sorte. Deuxième chose, c'est de demander aux populations de ne pas coloniser les emprises de nos ouvrages. Parce que lorsqu'on doit faire un entretien et qu'il y a des maisons, il y a des commerces, il y a des occupations, on ne peut pas donc passer pour pouvoir faire l'entretien. Très bien. Nous demandons également aux populations de faire en sorte que aujourd'hui nous puissions ensemble, de par leur comportement, de par leur civisme, aider à dépenser moins sur l'entretien. Très bien, merci beaucoup. On va rappeler rapidement le numéro de l'ONAD. Donc c'est le 27 22 50 80. Et au niveau de l'ONPC, le 180. Oui. La Sodexam, vous avez un numéro? Oui, le numéro c'est le 27 21 58 62 94 ou le 27 21 58 62 96. Voilà, merci, messieurs, merci d'être venus. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Daouda Konaté, directeur de la météorologie à la Sodexam. L'Office national de la protection civile était représenté par son directeur général, le préfet Amankou Kassi Gabin. Merci d'être venu. Et l'ONAD, le docteur Nguessan Kwame André, vous êtes directeur de la planification et des finances. Vous étiez là pour nous parler justement de tout ce que vous avez fait comme travaux et planification au niveau de l'ONAD. Messieurs, merci d'être venus. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous et en espérant que cette saison-là soit un peu plus sereine que celle que nous avons connue l'an dernier. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur RTI1. Bonsoir.